Salut à tous, c'est Pixel et on se retrouve pour une nouvelle critique retour gagnant. Comme d'hab, je vais être obligé d'expliquer pourquoi j'ai pas été là pendant plusieurs mois. Ah, les irrégularités de cette chaîne. Bon, c'est compliqué, c'était vraiment, je trouve très compliqué de faire une reprise post-Covid, de par ce qui est proposé au cinéma. Alors allez, je fais un effort, là, parce que même cette fin d'année, elle est pas folle, hein, je vais vous en parler vite fait, mais bon. De par ce qui est proposé, de par l'effet post-Covid, travaillant toujours dans un cinéma, enfin voilà, quoi. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, on ne sait pas ce qui va marcher, on ne sait pas ce qui va pas marcher. J'ai un nouvel appart, j'habite maintenant chez moi, voilà, c'est fini, j'habite plus chez ma mère, mais je la remercie quand même. Et du coup voilà, plein de changements, plein de choses, et le fait d'avoir mon appart maintenant, d'être tranquillou, d'avoir ma petite vie, m'a donné carrément m'a de nouveau donné l'envie de vous parler de cinéma, et j'ai choisi un gros film pour reprendre, voilà, on va pas s'attaquer à un petit morceau. J'ai choisi Black Panther Wakanda Forever, bien sûr, un film que j'ai vu donc il y a quelques temps, et bien sûr je vais arriver un peu en retard par rapport à d'autres critiques, hein, j'en ai bien conscience, mais j'aimerais vous en parler maintenant et j'espère reprendre la série des retours gagnants, retours perdants si vous êtes au rendez-vous, si vous aimez ma vidéo et puis si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, tout ça me donnera encore plus envie de parler cinéma avec vous sur cette chaîne. Bien sûr nous sommes dans une vidéo non spoiler, donc c'est-à-dire que pour l'instant on est en partie non spoiler et que je vous préviendrai lorsque nous partirons dans la partie spoiler. Alors, Black Panther Wakanda Forever, donc c'est la suite du Wakanda plus que de Black Panther, hein. Voilà, bon, certains ont compris pourquoi, avec le décès de Chadwick Boseman, bien entendu, pendant l'écriture du film, qui a tout chamboulé, qui a imposé de changer une très très grosse partie du film, peut-être pas tout le film, et on voit d'ailleurs que les forces françaises et américaines, entre autres, ont essayé de dérober du vibranium à certains postes avancés du Wakanda, ce qui fout un peu la merde, mais dans le même temps, en fait, d'autres chercheurs vont chercher du vibranium, voir s'il n'y en a pas ailleurs qu'au Wakanda, et ils vont tomber sur une source de vibranium qui est hautement gardée, et on s'arrêtera là pour le résumer. Alors mes attentes pour ce film, même à l'époque où Chadwick Boseman était encore en vie, hein, parce que je m'attendais déjà à un Black Panther 2, hein, dès que j'ai vu le premier, on va dire avec tout l'effet retentissant qu'il a eu auprès du public, le fait qu'il soit allé aux Oscars, c'est un énorme succès, notamment aux États-Unis, donc je pense que la culture afro-américaine a été hyper réceptive au truc, c'était impensable qu'ils ne pensent pas à faire une suite, donc j'avais déjà des attentes, je me disais bon, comment on va retrouver le personnage? Bon, malheureusement ce sera pas avec Chadwick Boseman, et ça c'est quelque chose qui pèse lourd sur les épaules du film, mais qui, étant donné l'enjeu par rapport aussi à tout un tas d'autres choses, hein, le fait notamment que le film a été tourné en plein cœur de la pandémie, hein, je crois que c'était tourné en première moitié 2021 sans doute, donc c'était encore sacrément la merde, on n'en était pas vraiment sorti, hein, on était un peu sur la fin, mais milieu fin quoi. Et donc il y a ça, il y a le décès de l'acteur principal quand même, le fait, comme je l'ai dit, que le premier a quand même un effet retentissant, il y a des attentes où tu te dis, bon, je prends ce que j'ai, quoi. Enfin, je prends ce qu'on me propose surtout, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Et étant donné qu'en plus on tombe un peu sur la fin de phase 4 qui est descendante, hein, elle n'était pas nulle à chier cette phase 4, si on parle des séries un peu quand même, mais sur les films elle n'était pas nulle à chier, mais c'est de loin la moins bonne des phases à mon avis, hein. Je pense que même si on prend la phase 2 où il y avait des films pas toujours terribles, il y avait de la proposition bien plus structurée que ça. J'ai pas eu l'occasion de vous parler de Thor Love and Thunder, mais pour moi Thor Love and Thunder, en étant un bon film, c'est un peu une espèce de piège, de semi-catastrophe pour le MCU. Et She-Hulk et Miss Marvel, putain, Joker les gars, je veux pas en parler. Donc voilà, il reste un Black Panther. Bon, qu'est-ce qu'il en est? On va rentrer dans l'analyse maintenant. J'ai bien aimé ce film, voilà, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose, comme je vous l'ai dit, ça sauve les meubles. Je pense que c'est vraiment la grosse synthèse, j'approche déjà de la conclusion alors que je viens juste d'ouvrir le bal, mais la synthèse de ce film à se dire, c'est que, waouh, il fallait le faire, tout simplement, il n'y avait pas le choix, le projet était tellement avancé, on n'allait pas laisser Black Panther en plan comme ça, je pense que c'était inconcevable. Voilà, les Marvel, la plupart des films Marvel ne fonctionnent jamais à l'unité. Moi je vous prédis d'ailleurs qu'il y aura des films, il y aura des suites aux Éternels et à Shang-Chi, je pense, alors peut-être que je me trompe, mais s'ils sont intelligents et si on veut faire marcher correctement la maison, il faut continuer comme ça, je pense, surtout Shang-Chi d'ailleurs, qui a, je pense, plein de trucs à raconter. Mais bref, donc c'est bien. Moi, je trouve que c'est un film qui se savoure, qui a quelques fulgurances. Ça fait plaisir de retourner au Wakanda, ça fait plaisir de retrouver tous les personnages. Je retiens notamment le personnage de la mère Ramonda, la reine mère. Et en fait, c'est ça, c'est que la solution, la stratégie apportée par ce film pour pouvoir
dévier, pour pouvoir proposer autre chose, c'est de se concentrer sur beaucoup de personnages en même temps, à savoir donc la Reine-Mère, puis Shuri, puis Riri Williams, Okoye, il y a une petite partie avec Nakia, il y a le méchant du film Namor, donc chacun en fait est un petit peu un espèce de protagoniste ou un espèce d'acteur, enfin un acteur majeur du film, voilà, comme un échiquier, on joue plusieurs pièces, là on joue plusieurs personnages, c'est comme ça que se démarque le film. D'où le fait que, à mon avis, le titre Wakanda Forever soit un petit peu une espèce de solution presque d'équipe, hein. On a quasiment affaire à un film d'équipe du Wakanda, hein, avec Riri Williams, Okoye, Nakia, on a une Dora Milaje qui est un petit peu plus mis en avant aussi dans ce film, mais bon, c'était vite fait, hein, je la retiens pas énormément, mais elle est mise en avant, donc en mode elle va servir, elle va être là. Donc on agit en équipe, hein. La fin du film, littéralement c'est ça, hein, c'est une baston avec plusieurs personnages du Wakanda. Et puis bon, je vais pas vous spoiler, j'en parlerai tout à l'heure, mais finalement on n'a pas beaucoup de Black Panther dans ce film, que ce soit Chadwick Boseman ou autre chose, hein. C'est vraiment pas un très grand film autour de Black Panther. On a énormément d'hommages, bien entendu, autour de Chadwick Boseman, enfin énormément, oui et non, moi j'ai pas trouvé que c'était... Certains ont dit que ça en faisait des tonnes et tout, je trouve absolument pas. Forcément, on en parle au début du film. D'ailleurs, je trouve que ça pose tout de suite, ça donne la couleur. Voilà, ça installe une tension tout de suite. Et puis voilà, moi c'est ce que j'aurais voulu voir en fait dans Star Wars 9. Shuri va jouer autour de ça, enfin va tourner un peu autour de ce deuil qu'elle fait de son frère. Et puis du coup, ça en fait une tragédie grecque. Elle a perdu son père, son frère. Voilà, la famille se retrouve bien épluchée. Donc le film va jouer un peu là-dessus, mais pas que, heureusement. Bon, sur le plan technique, je pense que c'est largement moins bon que le premier Black Panther. Le premier Black Panther avait pour lui de découvrir le Wakanda, vraiment. Des choses merveilleuses, une Afrique qu'on connaissait pas, hautement high-tech. Donc chaque scène nous emmenait dans un endroit du Wakanda, où nous emmenait voir des personnages qui du coup avaient vraiment plein de choses à raconter et venaient à notre rencontre. Ici, c'est beaucoup moins le cas, on va pas se mentir. On retourne dans beaucoup d'endroits qu'on connaît du Wakanda, on n'explore pas beaucoup. T'as l'impression aussi que le Wakanda, c'est que la capitale, c'est que la ville en fait. C'est la même ville qu'on a vue dans le premier, qu'on a vue dans Infinity War. Je trouve ça assez dérangeant. C'est un pays où, genre, c'est le Vatican, le truc, c'est tout petit comme ça, il y a une seule ville et puis il y a de la campagne autour, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'idée que je me demande. Alors ok, il y a des Jabari dans les montagnes, que le premier avait exploité, mais encore une fois, on n'a pas du tout exploré. Je veux dire, il y a 5 tribus. Il y a une tribu dans une mine, il y a une tribu au bord de la rivière, il y a la tribu au bord de la frontière, les Jabari, et j'en oublie une, et une tribu des marchands. Maintenant, on explore autre chose dans le film, hein, tout un univers aquatique qui n'est pas au Wakanda, qui est extrêmement sombre, donc forcément, ça amène pas à grand-chose, malheureusement, c'est pas ultra développé. Et là aussi, j'ai les mêmes reproches à faire que dans le Wakanda, c'est que on n'explore rien, et qu'en fait, ce monde aquatique, présenté comme une espèce de royaume, ou en tout cas de truc millénaire, t'as l'impression que c'est une espèce de fosse sous-marine sur 1 km², voilà, et basta. Il n'y a pas de château, enfin si tu veux, c'est sur le truc est de te faire une espèce de ville sous-marine, ambiance maya. Ça aurait pu être, je sais pas, des espèces de pyramides, ils auraient pu faire des architectures millénaires, des trucs vraiment très aztèques par exemple aussi, enfin mexicains, bref, peu importe. Non, ce sont des cavernes marines dans lesquelles vivent des gens, il y a une ambiance bleu-grise, tu sens que t'es sous l'eau, mais on est très très loin de Mister Aquaman qui avait fait c'était exceptionnel. Là aussi Aquaman, hein, dans le sens où on voyageait, on découvrait Aquaman avec l'Atlantide, il y avait quoi? Il y avait 5 nations au sein de l'Atlantide, toutes très différentes, 5 ou 6, je sais plus, on allait les voir chacune. Le film était tellement riche, tellement généreux, et à raison, c'était pas trop, que là, ouais, tu te dis Wakanda Forever, putain, le film fait 2h40, hein, 2h35 au moins. Franchement, ça aurait pu être un petit peu plus... Donne-en plus, quoi, n'aie pas peur. Bon voilà, après sur tout le plan scénario, va peut-être falloir quand même que j'entre en partie spoiler, donc je vais faire une conclusion no spoil. C'est un film satisfaisant, mais loin d'être à la hauteur, qui va réussir son pari avec toute la charge qu'il a sur le dos, et rien que pour ça, c'est un retour gagnant, tu peux pas dire le contraire. Maintenant, c'est pas super attractif non plus, c'est pas non plus un film tournant, un film pilier, parce que souvent, les deuxièmes films, enfin pas forcément les deuxièmes, mais vient un moment où dans quand il y a une saga de héros, enfin je veux dire une trilogie avec Iron Man, avec Captain America, tout ça, il y a toujours un film qui est très très important et qui va jouer un rôle de pivot, voire même plusieurs films, qui va vraiment déclencher quelque chose qui va avoir des grosses conséquences sur le reste du MCU, sur même d'autres personnages aux alentours, chose que ne va pas être non plus Wakanda Forever, à part le décès de Chadwick Boseman qui, elle,
est une conséquence qui de toute façon arrive et on n'y peut rien, et de toute façon ça c'est quelque chose qui n'était, voilà, c'était même pas écrit, c'était pas prévu, donc ça c'est même pas une idée que les scénaristes ont eue, c'est quelque chose qui s'est imposé. Mais sinon ce qui va se passer dans ce film, et pourtant il s'en passe des choses, c'est pas quelque chose qui... Moi je trouve vraiment que... Comment vous expliquer sans spoiler? Ce qui se passe en fin de film aurait pu profondément changer nos personnages, les radicaliser, et j'aurais beaucoup aimé. Et je vais m'en tenir à ça. Donc c'est un bon film, foncez le voir si c'est pas déjà fait, enfin foncez le voir, allez le voir, c'est sympa, ou même pour une soirée télé, voilà, ça va pas vous gâcher votre soirée, loin de là. Mais on parle de Black Panther, hein, le truc qui a tapé 7 nominations aux Oscars, qui était un film de malade, d'ailleurs vous pouvez aller revoir ma critique, hein, je l'avais un peu redescendu le film, je veux dire, les gars calmez-vous, ça reste un Marvel, hein, voilà, on va pas non plus politiser à fond le film et tout. D'ailleurs le deuxième film le fait moins, je sais pas si c'est... Enfin, de mon point de vue, c'est moins politisé, c'est moins... oh là là, ouvrez-vous au reste du monde. Enfin voilà, on est clairement moins dans une espèce de contexte mondial, voilà, de fraternité, enfin bref, ça au moins, c'est quelque chose d'un petit peu plus mis de côté, je trouve. Mais bref. Voilà, maintenant je vais passer en partie spoiler. Bon, j'ai besoin de passer en partie spoiler pour vous parler de Namor et pour vous parler de la mort de la reine. Namor est un personnage que j'ai du mal à comprendre, que j'ai du mal aussi à identifier dans ce MCU, parce que le mec retourne sa chemise littéralement au moins 2 fois dans le film, je crois. Donc le gars se fait découvrir, lui et son peuple, et il veut raser la surface Sarah, donc direct, hein, radical. Donc ils ont du vibranium à Talokan, donc le royaume sous-marin. Sauf que tu sais pas trop comment il l'utilise. Enfin, je veux dire, le vibranium, c'est quelque chose qui a été trop déformé, je trouve, au fil des films. D'abord, on t'expliquait que c'était un métal avec Captain America. Très bien. Donc, un métal super résistant, c'est une ressource, c'est un minerai. Mais en fait, c'est pas ça. C'est en fait, ils servent du vibranium pour tout, quoi. Tu peux faire de la cuisine avec le vibranium, tu peux te torcher avec le vibranium, tu peux pouvoir mettre de la lumière avec du vibranium. C'est du métal, les gars. Donc, expliquez-moi comment vous en arrivez à ce résultat-là, quoi. C'est pas compliqué. Tu te dis, le royaume de Talokan a la même chose, et putain, eux, par contre, ils ont vraiment l'impression d'être restés au niveau tribal. Mais vraiment très tribal, hein. Genre... ils sont avec des lances, ils n'ont pas vraiment de fringues, ils sont pas dans le futur, ils restent quand même vraiment assez traditionnalistes avec une espèce de dieu. Ça te dit que Namor est un mutant, il va falloir arrêter d'utiliser le mot mutant à tort et à travers, hein, vraiment. Enfin, je veux dire, Disney, Marvel, Studios, je sais pas où vous voulez aller avec les mutants, ça fait 2 fois que vous le dites. Miss Marvel est un mutant, Namor est un mutant. Mutant, définition dans les X-Men. C'est une jeune personne adolescente qui n'avait pas de pouvoir et qui, génétiquement parlant et naturellement parlant, va les déclencher à son adolescence. C'est tout. C'est absolument pas ce qui se passe avec Namor, et c'est absolument pas ce qui s'est passé avec Miss Marvel. Parce que Miss Marvel, ça vient de ses bracelets. Hein. C'est parce qu'elle a découvert un truc magique qui l'a un peu changé. Namor, c'est parce que sa tribu a bu une herbe magique qui permet de respirer sous l'eau, ils ont bu de la branchiflore, et que du coup ils se la passent de la mère à l'enfant. Enfin là, c'est une évolution du coup qui n'est pas naturelle, puisqu'ils ont bu le truc. Donc là, c'est bizarre aussi de parler de mutant pour Namor, je comprends pas. C'est peut-être le coup des ailes, peut-être c'est ça le côté mutant. Bon, allez, soit passons, mais bref. Donc pour en revenir à ce que je disais, Namor veut brûler la surface parce qu'ils ont été découverts et qu'ils veulent pas qu'on pille son vibranium. Bon, ok, d'accord, soit. Du coup, tu te dis, ça va être le méchant du film. Il va voir Shuri et la reine. On dit, venez le Wakanda, on fait une alliance pour pouvoir aller défoncer la surface. Elle leur dit, non, on n'est pas d'accord. Et du coup, il veut se taper contre elle. Genre, il va venir en mode revanche. Il veut tuer Riri Williams, qui est la meuf qui a inventé, donc du coup, le détecteur de vibranium sous-marin. Donc voilà, mais cette nana, tu dis, va aller vraiment piquer. Hop, toi, t'as fait un détecteur, mais jamais on t'expliquera dans le film, jamais on va te montrer. Sur les 2h40, ils prennent vraiment pas le temps de d'abord montrer Riri Williams. Je crois qu'elle est aperçue peut-être à 3/4 d'heure, 1 heure de film. Alors que cette histoire de détecteur de vibranium, ça intervient 20 minutes après le début du film, quoi, littéralement. Et tu te dis, c'est une meuf de la fac, peut-être en première année de je sais pas quoi, elle a 18 ans, la nana, peut-être même 17, qui a inventé ce truc-là. Et on prend pas le temps de te le poser. Alors, c'est bien que ça reste un perso secondaire. Moi, Riri Williams, Ironheart, j'ai plutôt apprécié le personnage pour ça. C'est parce que justement, on t'a pas pondu une série de merde pour introduire le personnage. Et il faut, dans l'univers Marvel, que certains super-héros, aussi puissants soient-ils, restent secondaires. C'est fait pour. Je suis désolé, mais le système de faire valoir, il fonctionne aussi pour ça. Si tu veux faire une série ou un film sur tous les personnages du MCU, il y en aura forcément certains qui seront à chier de base, parce que voilà, parce qu'il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est bien de garder Riri Williams secondaire. Maintenant voilà, Namor veut la tuer, tout ça intervient, c'est vraiment la partie du film où ça s'enchaîne très vite, hein, voilà, on n'a pas le temps d'expliquer, enfin,
On explique, mais rapidement, t'es convaincu, t'es pas convaincu, mais bref, moi je bois les informations, le film se passe comme ça. Et puis, tu vois vraiment les Talocan qui tuent les gens, genre vraiment, ils veulent défoncer les terriens. Et t'as Shuri qui va en mode, oui, la colombe, signe de paix, on va les discuter, on va les négocier. Très bien, voilà. Et puis bah forcément, elle est un peu kidnappée, elle y va un peu de son plein gré, mais pas tellement non plus, parce que elle y va après avoir subi une baston contre ces mecs-là, enfin les Talocan. Et c'est là que le film se complique un peu la vie en fait, parce que vraiment, tu dis bon, Talocan, on va explorer, ils disent ok, c'est comme le Wakanda, il y a des gens qui y vivent, il y a des enfants qui jouent au basket, il y a des gens qui vont faire leurs courses. Bon, ok, d'accord, très bien, donc tu te doutes bien que c'est pas tous des fumiers. Mais à partir de là, du coup, il y a la guerre qui se déclenche. Quoi. C'est vraiment Namor veut être le fils de pute ultime, parce que voilà, parce que Shuri, elle s'est évadée de cette espèce de négociation. Elle a voulu se barrer, et c'est Nakia qui est arrivée pour la faire partir, normal, puisque sinon elle se faisait un peu buter quand même, Shuri, à la base. Si vraiment elle n'était pas partie négocier, elle était quand même dans le sale drap. La reine Ramunda, elle a grave la trouille du coup, parce qu'elle se dit, bah, ma fille, elle est partie. Là, tout s'enclenche, et tu te dis, bon, ok. Et puis, bah, Namor vient tuer, mais alors gratuitement, la reine Ramunda. Bon, c'est ce qu'il avait promis de faire. Et là, le film met une pierre de plus sur son scénario, parce qu'il se passe plein de trucs. Là, j'ai pas le temps de tout vous raconter vraiment, mais il se passe plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, d'accord, donc ça va être de la vengeance. Ce qui a été fait là ne peut pas être réparé, vraiment. Ce qui se passe dans le film, Namor fait une attaque quasi terroriste dans le Wakanda. Il inonde des rues avec des gamins qui manquent de se noyer, des trucs comme ça. Tu dis, bon, voilà, très bien. Et vient le combat final du film, et ils font la paix avec Shuri. Namor se fait défoncer facilement, trop rapidement, c'est n'importe quoi, c'est pas ouf, quoi, vraiment. Le mec, tu lui fous un chauffage devant sa gueule, et ça y est, c'est fini, j'ai besoin d'eau, j'arrive pas à contrôler ma force. D'ailleurs, à un moment, c'est assez badass, il fout une patate à M'Baku. Et franchement, ça dégage M'Baku. Moi, j'ai carrément cru, limite, qu'ils allaient peut-être le faire crever à ce moment-là, parce qu'ils te font un slow motion de ça. Sa cuirasse qui explose, M'Baku quand même, c'est pas non plus, il est costaud dans le premier. T'as vraiment des slow motion intéressants d'ailleurs dans ce film, la scène de l'explosion de la salle du trône avec de l'eau et la reine Ramonda, tout ça, c'est quand même des belles images, ça vraiment, là-dessus sur le côté technique c'est cool. Donc voilà, et je me dis, c'est vraiment une scène de baston, c'est d'ailleurs la meilleure scène de baston, l'attaque du Wakanda, parce que la fin sur ce navire, où finalement le Wakanda revient pour se venger de Talocan, et se venge pas, puisque Shuri va épargner Namor, c'est pas la fin que j'attendais. J'aurais aimé, mais encore une fois on est chez Disney, et Disney nous prouve un peu plus à chaque film, et même maintenant chez Marvel Studios, ils sont incapables de faire un film où il n'y a pas une bonne morale. Et ça, c'est vraiment dommage. Depuis Civil War, je crois qu'il n'y en a pas eu. Civil War, c'était vraiment ça. C'était waouh. C'était des persos qui se battaient à 100 pour des raisons qui étaient justifiées, mais tu disais waouh, ça fait mal au cœur de les voir se battre. Et là, moi, j'aurais aimé que ce soit pareil, que Namor ou Shuri se battent jusqu'à la mort, mais c'est pas le cas. J'ai pris cet exemple, je me mets à la place de Shuri qui a perdu sa mère a été tuée par ce mec-là, j'aurais été à sa place, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse. Et surtout, comment se termine le film. Genre, ils font la paix, ils se foutent sur le vaisseau en mode on va retourner voir nos troupes qui sont en train de se massacrer à 100, qui sont en train de se noyer, de se défoncer la tronche. Namor fait peuple de Talocan, arrêtez-vous. Shuri fait Wakanda Forever, c'est fini. Et chacun rentre chez soi. Camoulox. Camoulox. Bravo Lilian. 2 secondes avant ça, tu voyais les 2 peuples qui étaient en train d'insulter leur mère et de se défoncer leur race. Mais vraiment. C'est pas possible. Alors, il y a une scène, une espèce de flashback un peu larmoyant où tu te dis, finalement, Shuri se rend compte que Namor et elle ont la même vie, ils ont vu leur mère mourir, mais ils ont un peuple qui est quasiment pareil, qui veulent défendre et protéger, donc forcément, je suis un peu comme lui, donc je vais pas le tuer. Mais non, il y avait une scène en plus qui, pour moi, justifiait cette idée de vengeance, comme je vous ai dit, qui aurait dû faire de ce film un film plus sombre, plus dramatique, et qui aurait dû radicaliser Shuri vraiment, je trouve, c'est le fait qu'une fois qu'elle boit l'herbe cœur, elle voit Killmonger. Putain d'idée que j'avais pas vu venir. Alors je pense que c'est une idée de fanservice parce que finalement Killmonger il est quand même là aussi parce que les gens le réclamaient, l'acteur du premier film, voilà, on se demandait même si allez, soyons fous, peut-être peut-il essayer de ressusciter d'une façon ou d'une autre, de dire qu'il est pas mort pour reprendre le costume de Black Panther. J'aurais personnellement beaucoup aimé, parce que Shuri, c'est pareil, le charisme, elle est là pour les 20 dernières minutes en tant que Black Panther. Elle devient Black Panther à 2h15 de film pour un film qui se termine à 2h35. Donc voilà. Donc tu peux pas juger sa performance, clairement. C'est vrai qu'elle est toute fine. La meuf, elle fait quoi ? Elle fait 50 kilos.
Donc voilà, mais c'est pas une performance de Black Panther que j'ai vue là. Tu te dis même c'était la geek, ça se voyait qu'elle n'était pas faite pour enfiler le costume. Donc tout ça, mais c'est encore une fois, c'était pas prévu. Mais c'est des choses que je dois dire, hein, parce que c'est normal. Donc voilà, en tant que Black Panther, la meuf, on verra dans un éventuel Black Panther 3 ou dans les films Avengers, parce que là, pour l'instant, meuf... Pareil, encore un truc aussi qui me démontre que Disney, c'est de moins en moins faire de films violents, et pareil aussi immoraux. Donc Shuri, à un moment, se fait planter par Namor, hein, littéralement, en plein ventre, une lance qui la transperce de part en part, et elle se la retire sans trop de problème, sans une goutte de sang. Il y a un gros plan qui est fait d'ailleurs sur le bout de la lance qui lui transperçait le dos et le ventre. Un gros plan sur la lance est blanche d'un bois blanc, d'un bois brun, mais nickel, il n'y a pas une seule goutte de sang. Le bois n'est pas maculé de sang, il n'y a rien. Donc voilà où on en est, quoi. Niveau effets spéciaux, etc., niveau crédibilité, ton univers il se pose là. Et 2 secondes après, Shuri, elle va très bien. Donc le vibranium, ça fait le café. Donc voilà, mais bon, apparemment, une plaie béante comme ça, c'est pas grave pour le Wakanda. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce film, surtout brouillon sur sa fin en fait. Je me rends compte après avoir fait cette critique que le film démarrait pas trop mal, hein. Il y avait des idées jusqu'à la première moitié, et malgré le fait que Talokan soit pas si intéressant que ça, soit pas exploré, soit sombre, et ouais, c'est juste ok tiers, hein, c'est pas une dinguerie. Sinon, le final va pas. Je trouve que l'hommage à Chadwick Boseman est encore ce qui s'en sort le mieux. Ils font avec ce qu'ils ont, c'est pas facile. C'est bien, c'est bien. Black Panther 2, c'est un film sympa. Ça remonte le niveau quand même après Thor Love and Thunder, on va pas se mentir. Mais c'est encore aussi un film qui sert pas à grand chose dans le MCU. Alors Thor Love and Thunder était encore plus inutile. Black Widow l'était tout autant, mais cette phase 4, j'ai l'impression qu'elle mène nulle part. Certaines séries étaient plus importantes, quoi. On est à la fin de la phase 4, donc je peux en parler. WandaVision, ça démarrait très très bien. Même Spider-Man No Way Home a un impact plus grand, ne serait-ce que pour le seul personnage de Spider-Man qui a complètement été bouleversé à la fin de son film. No Way Home, c'est une remise à zéro totale du personnage, que ce soit MCU ou pas, mais forcément le MCU va devoir se passer de Spider-Man, et ça c'est quand même quelque chose d'important. En tout cas, on ne sait pas comment on va le retrouver. Mais bref, et donc du coup... Là, ce Black Panther 2 te montre juste qu'il y a une relève, qui a été faite un peu vite fait, un peu en mode voilà. Il y a un méchant qui a été posé là, qui est un méchant salopard, vraiment, qui est un méchant peut-être un peu plus charismatique que d'autres, mais qui n'est pas utilisé à sa juste valeur et qui va très très vite se transformer en anti-héros. Voilà, ça va être un espèce de Loki, ce genre de mec un peu badass, très bourrin peut-être, voilà, qui rêve de gloire et de vengeance, mais qui va très vite se calmer pendant le film. Donc anti-héros, pas de méchant, quoi, voilà. Et finalement, voilà, un peu les mêmes reproches aussi que dans le premier par rapport à certains effets spéciaux, c'est pas toujours super subtil, c'est pas toujours très beau. Voilà ce que j'ai à dire sur Black Panther, Wakanda Forever. Merci à vous d'avoir suivi cette critique, on se retrouve très bientôt j'espère pour d'autres critiques, pour d'autres choses qui arriveront. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à la prochaine et à très bientôt. Salut à tous.